Le concept de développement a été lancé par le président des États-Unis, Harry Truman, en 1949. Il a lancé ce concept, il a lancé le concept d'une coopération internationale pour le développement des pays du tiers-monde. Donc c'était un projet très philanthropique, d'accord? Le développement pour que tous les peuples du tiers-monde, pour que tous les peuples se développent. En vérité, le véritable but de Truman n'était pas cela. Si vous faites des études de droit international et que vous étudiez cette période-là, en droit international, vous vous apercevez qu'en fait, le véritable but de Truman, lorsqu'il a lancé le projet politique du développement, c'était simplement pour faire échec à un principe de droit international qu'on appelle le pacte colonial. À cette époque, il existait le pacte colonial. Et que disait le pacte colonial? Le pacte colonial disait les matières premières et le marché des colonies, seuls peuvent y avoir accès le pays colonisateur. C'est ça le pacte colonial. Donc ça signifie qu'un pays comme les États-Unis, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour son développement, avait énormément besoin de matières premières, les États-Unis ne pouvaient pas avoir accès aux matières premières de l'Afrique. C'était réservé à l'ex-colonisateur. Et donc, par conséquent, il fallait faire échec au pacte colonial. Et les experts américains, les idéologues américains ont eu cette idée géniale du développement. Parce que le développement suppose donc que tous les peuples sont capables de se développer par eux-mêmes. Et si tous les peuples sont capables de se développer par eux-mêmes, ils n'ont donc plus besoin de tuteurs. Ils n'ont donc plus besoin de colonisateurs, puisque la grande idée du colonisateur, c'était qu'il avait une mission civilisatrice. C'est lui qui allait conduire ces peuples à la civilisation. Les Américains disent non, 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 il n'y a pas besoin de tuteurs. Un peuple peut se développer par lui-même, par conséquent, il faut les indépendances. Voilà pourquoi les États-Unis ont présent. Si vous faites des études de relations internationales, on vous dira que le grand agent des indépendances dans les années 60, ça a été les États-Unis. Et oui, mais c'est parce qu'ils voulaient mettre fin au pacte colonial. Une fois que les États sont indépendants, eh ben, on peut avoir accès aux matières premières. Les multinationales arrivent, on conclut des contrats, etc. Bon, bref, déjà, le développement a une origine géopolitique. Et nous ne sommes pas conscients de cela. Deuxième défaut du paradigme du développement, le paradigme du développement préconise comme logique de changement social le rattrapage historique. Mais regardez bien, s'il faut un rattrapage historique, ça ne peut être valable que pour des peuples qui étaient en retard. Les peuples qui étaient en retard historique ne peuvent aller dans la modernité que par une logique de rattrapage historique. Okay? Si les peuples africains étaient en retard, ok, c'est le rattrapage historique qu'il leur faut. Et justement, quand on regarde l'histoire, les peuples africains n'étaient pas en retard depuis des siècles. Pas du tout. Hein? Les peuples africains jusqu'au XVe siècle, les peuples africains au niveau de la civilisation matérielle étaient même beaucoup plus en avance que les nations européennes. À partir du XVIe siècle, les pays africains ont subi une régression historique. Ils n'étaient pas en retard, ils ont subi une régression historique. Et quand vous subissez une régression historique, la logique de changement social ne peut pas être le rattrapage historique. Hein? C'est une autre logique, c'est une logique de refondation de votre tissu social. Bon, déjà ça, au niveau épistémologique, c'est une erreur. Ensuite, la dernière chose que l'on pourrait dire sur, ou deux autres choses, au cours de la guerre froide, le concept de développement a été instrumentalisé par les experts en développement. Regardez, sous prétexte de maîtriser les forces centrifuges, les experts en développement ont demandé aux États africains de mettre en place des partis uniques et des régimes autoritaires. Très souvent, on croit
que les dictatures africaines sont issues d'une soi-disant culture africaine rétrograde. Trop souvent, on croit que les dictatures africaines sont issues des Africains eux-mêmes. Non. Faites l'histoire des indépendances et vous verrez que ce sont les experts occidentaux qui ont dit à nos gouvernants « mettez en place des régimes autoritaires ». C'est de là que viennent nos régimes autoritaires, hein, et non pas de notre soi-disant culture. Enfin, le dernier défaut du paradigme du développement, c'est que ce paradigme nous empêche de penser par nous-mêmes notre avenir. Ce paradigme, c'est quoi finalement? C'est un paradigme prêt à l'emploi, prêt à emporter, prêt à consommer. On nous dit, dans les années 60, vous voulez savoir comment aller vers la modernité? Ne réfléchissez pas. On a la solution. Développement. Ça nous empêche de penser par nous-mêmes. Dans le cadre du développement, on n'a plus eu à penser par nous-mêmes. Qu'est-ce que nous devons faire dans le domaine? Quel est le système politique que nous devons mettre en place? Quel est le système économique que nous devons mettre en place? Quel est le système éducationnel que nous devons mettre en place? On n'a pas réfléchi par nous-mêmes. Par exemple, dans le système éducationnel, ils nous ont dit, vous faites de l'enseignement non pas dans les langues africaines, mais dans les langues européennes. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est des langues de culture, elles ont fait leurs preuves. Ah bon, ah d'accord, on ne savait pas. Ok, on le fait. Vous voyez, ce paradigme nous a empêchés de penser par nous-mêmes. Et aujourd'hui encore, le paradigme du développement nous empêche de penser par nous-mêmes. Regardez, malgré l'échec que l'on constate aujourd'hui, malgré l'échec des paradigmes du développement, enfin des politiques de développement que l'on constate aujourd'hui, partout ça a été l'échec. L'Afrique est passée de la pauvreté à la misère. Moi, l'Afrique de mon enfance est une Afrique, enfin une Afrique, non. Dans mon quartier, je connaissais des gens pauvres, mais je ne connaissais pas des gens qui étaient dans la misère en Afrique. Aujourd'hui, c'est terrible. L'Afrique a basculé dans la misère. Donc aujourd'hui, malgré cela, regardez, comment continuons-nous à penser notre avenir? On pense en termes de développement. Alors, il faut le développement, ceci, il faut le développement, cela, mais c'est toujours le développement. Nous ne pensons pas par nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis, notre grand défi, c'est ça, c'est gagner la bataille des idées. Gagner la bataille des idées. Débarrassons-nous de ces idées qu'on vient nous imposer de l'extérieur. Commençons dès maintenant à réfléchir par nous-mêmes, à produire nos propres idées. Le concept de développement nous empêche de réfléchir par nous-mêmes. C'est un concept prêt à cliché, prêt à l'emploi, prêt à emporter, hein, en fait, et nous devons nous en libérer. Enfin, avant-dernier obstacle, c'est la configuration actuelle de l'imaginaire religieux en Afrique. Pour ne pas être très long sur ça, la configuration actuelle de l'imaginaire religieux en Afrique est un véritable obstacle à la réalisation du projet de la Renaissance africaine. Quel est notre imaginaire religieux aujourd'hui? Notre imaginaire est écartelé entre trois religions. Le christianisme, l'islam et la religion africaine traditionnelle que j'appelle le nzambéisme. Nzambéisme tout simplement parce que dans les langues bantoues, Dieu, on dit Nzambé. Donc j'appelle cette religion le zambéisme. Donc nous sommes écartelés, notre conscience en tant qu'Africains, nous sommes écartelés en ces trois religions. Le problème est quoi? Le problème c'est que deux de ces religions ne s'entendent pas entre elles. Christianisme et islam. Elles ne s'entendent pas entre elles. Donc c'est une source de violence chez nous. C'est une source de violence civile chez nous. Non seulement elles ne s'entendent pas elles-mêmes, mais toutes les deux détestent le zambéisme. Toutes les deux détestent le zambéisme. Ah, ces gens-là, c'est des sorciers, c'est des... Voilà quelle est notre configuration religieuse. Cela signifie concrètement quoi? Cela signifie que notre imaginaire religieux actuellement porte atteinte à notre cohésion identitaire. Qu'est-ce que ça signifie quand nous disons « nous sommes africains » ? Y a-t-il une cohésion identitaire? Peut-être pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens africains
Africains et beaucoup de musulmans africains se sentent plus chrétiens qu'africains, plus musulmans qu'africains. On n'attend pas de cohésion identitaire. Or, quand un pays veut se construire, quand on veut bâtir un pays, il faut qu'au-delà des appartenances religieuses de chacun, au-delà de ces appartenances religieuses, il faut qu'on ait une cohésion identitaire. Il faut cela. Si ce n'est pas le cas, alors le pays va sombrer dans la guerre civile. Le pays va sombrer dans la guerre civile. C'est incroyable, mais en Afrique, c'est déjà arrivé. Le premier grand État de l'Afrique de l'Ouest, le Ouagadougou, comment s'est-il effondré? L'État du Ouagadougou s'est effondré lorsque, à un moment donné, une partie de la classe dirigeante du Ouagadougou s'est convertie à l'islam et voulait absolument islamiser toute la société. Ben, les autres s'y sont opposés, il y a eu une guerre civile, et c'est comme ça que le Ouagadougou est tombé. Au Songhai, un des grands États, le Songhai, à la fin du XVe siècle, c'est ça, à la fin du XVe siècle, lorsque, alors, le Songhai, il y a une partie de l'aristocratie Songhai qui s'est islamisée. Et lorsque, je ne me rappelle plus la date exacte, mais au moment où les Marocains ont envahi le Songhai, parce que le Maroc a envahi le Songhai, l'armée du Songhai était tout à fait capable de repousser les Marocains. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a une partie de l'aristocratie Songhai qui, par solidarité religieuse, s'est alliée avec les Marocains. Terrible. Le Songhai s'est effondré du fait de la guerre civile. Au Congo, l'ancien royaume du Congo, il s'est passé la même chose. Une partie de l'aristocratie congolaise s'est convertie au christianisme. Et au moment où il y a une partie de la population congolaise qui s'est révoltée contre les ingérences des Portugais, parce que les Portugais faisaient énormément d'ingérences dans les affaires publiques internes du Congo. Et à un moment donné, il y a une partie de l'aristocratie congolaise qui a pris les armes contre les Portugais en disant bon, ça suffit, ces Portugais-là, on va les mettre dehors. L'armée congolaise s'est levée pour se battre contre les Portugais. Et l'armée congolaise pouvait vaincre les Portugais. Pourquoi l'armée congolaise a été battue à la bataille d'Ambrila? C'est la bataille d'Ambrila. Parce qu'il y a une partie de l'aristocratie congolaise qui s'est mise du côté des Portugais, les chrétiens du Congo. Voilà. Donc vous voyez, notre configuration religieuse actuellement est un obstacle au projet de la Renaissance africaine. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Nous devons trouver une solution à ça. Il ne s'agit pas, à mon avis, de rejeter les chrétiens, de rejeter les musulmans. Non. Chrétiens et musulmans font partie de la configuration actuelle de l'Afrique. Notre question, c'est de faire comment pouvons-nous faire pour que le christianisme, l'islam et le zambéisme ne soient pas en antagonisme en Afrique. Ça, c'est le défi que nous avons. Au lieu de continuer à parler de ceci, de cela, voilà une question que nous devons prendre à bras le corps. Que pouvons-nous faire pour que ces trois religions ne se battent pas en Afrique? Enfin, dernier obstacle, c'est l'absence d'une stratégie de conquête du pouvoir en Afrique. Je dis absence de conquête du pouvoir parce que nous sommes tous des progressistes africains. Nous voulons que les choses changent en Afrique. Mais que faisons-nous? Nous protestons, nous crions, nous dénonçons, et on ne fait rien d'autre. Nous sommes dans le combat verbal. Nous sommes dans le combat verbal. C'est un obstacle. Tant que nous serons dans le combat verbal, on n'avancera pas, on ne changera pas les choses. Donc, par conséquent, voilà les obstacles au projet politique d'une renaissance africaine. Par conséquent, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons propulser nos sociétés vers la modernité du XXIe siècle, nous devons trouver une solution à ces 5 obstacles. D'accord? Et la partie 7 de mon exposé
concerne justement les solutions. Mais je crois que ça fait déjà 1 heure que je parle, vous devez être peut-être un peu fatigué pour que j'aborde cette partie. Vraiment, vous m'autorisez? Bon, écoutez, ok. Comme ça, après, on pourra débattre. Bon, de toutes les façons, ce ne sera pas... On peut faire une pause. Oui, vous voulez qu'on fasse une pause? Oui, voilà. On va faire une pause et puis...